Dan Gagnon pour le podcast Tout Seul, le numéro 39. Aujourd'hui, on parle du fait de tomber amoureux d'un personnage de fiction, quand tu commences à avoir des sentiments pour des gens qui n'existent pas. Avant de commencer, je voulais prendre un moment pour vous remercier. Vous qui écoutez le podcast, merci beaucoup. Si vous êtes abonné sur Spotify, ça m'aide beaucoup. Si vous regardez les vidéos sur YouTube aussi, je sais que c'est plus facile pour certains. Je les ai mis en version audio. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi. J'ai aussi mis des extraits de stand-up et de spectacle. Merci beaucoup, tout particulièrement à ceux qui sont abonnés au Patreon. Patreon.com/Dan Gagnon Podcast. Merci beaucoup de soutenir financièrement le projet. Ça fait une énorme différence, évidemment. Il y a tous ceux qui en parlent et qui le partagent. La raison pour laquelle aujourd'hui, je voulais parler du fait de tomber amoureux de gens qui n'existent pas, c'est ce week-end en cuisinant, je m'installe avec mon casque et je mets un film et j'adore regarder certains films que j'ai déjà vus plein de fois juste pour le mood. En soi, je pense que c'est quelque chose de très, très commun quand tu sais que tu as un temps imparti qui n'est pas la durée d'un film et que tu n'auras pas la capacité d'être vraiment attentif. Tu mets juste un fond et les extraits de dialogue, les quelques coups d'œil que tu donnes, c'est assez pour te replonger dans le mood. Et moi, dans le top 3 de mes films préférés de tous les temps, et j'oserais dire que c'est mon préféré, il y a avec Bill Murray et Andy McDowell, Groundhog Day. Au Québec, c'était traduit Le jour de la marmotte et je crois que c'est Un jour sans fin en France et en Belgique. Je ne suis pas certain. En gros, c'est l'histoire de Bill Murray qui est un journaliste météo, quoi. Il fait la météo et une fois par année, il doit aller à Punxsutawney parce que c'est le jour de la marmotte. La marmotte va sortir de son trou. Si elle voit son ombre, il y a encore de l'hiver, ça ne voit pas son ombre. L'hiver est fini, si on résume. Bill Murray joue un égocentrique vraiment désagréable, très fier de lui. C'est un trou du cul, en gros. Et il va se retrouver coincé dans cette journée qu'il déteste. Ça fait quelques fois qu'il y va, il déteste, et il va se réveiller le lendemain matin et être encore dans la même journée, encore dans la même journée. Il est coincé dans la même journée, et ça va être son cheminement, en fait, qu'on va suivre. Au début, il fait « Cool! Il n'y a pas de conséquences, je peux faire ce que je veux. » Après, il n'en peut plus. Il cherche à se suicider, puis je ne veux pas dire le reste, forcément, mais ce film, pour moi, est une des raisons pour laquelle je trouve que c'est le meilleur film de tous les temps. Déjà, tu as la performance de Bill Murray qui est incroyable là-dedans. Les acteurs de soutien sont fantastiques. Et celui qui joue le caméraman, en fait, c'est un gars qui a joué plein de petits rôles et qui était vraiment un acolyte de Dave Letterman aussi. Il venait souvent faire des personnages, des trucs super weird. Très, très weird apparemment, au point où ça ne marchait pas tout le temps. Et Letterman lui avait dit « T'inquiète, laisse le temps aux gens de s'habituer à toi. » Et c'est vraiment une phrase qui m'a marqué dans toute ma carrière, ça. Si tu fais quelque chose de différent ou d'étrange, tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde accepte ce que tu fais directement. Et si tu te mets à toujours changer pour essayer de courir derrière les gens, tu ne peux pas t'attendre non plus à ce qu'ils finissent par s'habituer à qui tu es. Donc, laisse le temps aux gens de s'habituer à qui tu es. Si tu es convaincu de vouloir être ça. Celui qui joue le vendeur d'assurance, c'est aussi un personnage récurrent dans Californication. Pour ceux qui voient le lien, mais enfin bref, peu importe. Et déjà, ce thème, moi, me fascinait parce que n'importe quoi qui se rapproche du voyage dans le temps, je ne sais pas pourquoi, c'est un thème qui, même si le film est mauvais, je vais vouloir le regarder. Il y a quelque chose qui me fascine dans ce thème. Et là, c'est encore plus grand que le voyage dans le temps. Il voyage dans le présent. Et il y a tellement de choses que tu observes. Le fait d'avoir 6 mois à vivre la même journée, tout ce que tu peux faire avec ça. Moi, c'est une obsession aussi de me dire, si je pouvais mettre le temps sur pause, aller dormir une semaine et remettre play, il me semble que ma vie serait beaucoup plus facile. Voilà, arrêter le temps, quelque chose de fascinant. Et la construction de ce film. Donc, les performances d'acteurs sont fantastiques. Le scénario m'intéresse. Et dans la construction, comme c'est une journée qui se répète, ça pourrait vite devenir chiant. Parce que, en gros, ton cerveau sait ce qui arrive et puis il fait « c'est encore ça qui va arriver, c'est encore ça qui va arriver ». Mais la manière dont ils ont construit le film, c'est qu'une fois que tu comprends que c'est répétitif, chacune des nouvelles journées se raccourcit. Donc,
le rythme du film s'accélère à la même vitesse que ta compréhension de la structure du film. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Et en fait, il est très beau, parce que tu as évidemment une énorme métaphore de si tu veux avancer dans la vie, ne te comporte pas comme une merde. Et Andy McDowell, qui joue dedans, joue tellement bien, et tu la vois dans chacune des journées différentes en fonction de comment Bill Murray se comporte. Ses réactions sont hyper claires, hyper précises. Et quand j'étais jeune, la première fois que j'ai vu le film, je suis tombé totalement amoureux d'elle. Et en le regardant ce week-end, et je l'ai fini hier soir, il y a une scène où vraiment, c'est une scène toute simple, filmée caméra fixe entre les deux. Le même plan doit durer des dizaines de secondes. Et la manière qu'elle a de parler, de s'adresser à Bill Murray, je me souviens de m'être vraiment dit, genre... Je crois que ma phrase exacte était « J'espère que la fille que je vais rencontrer va ressembler à Andy McDowell. » Ce qui ne fait évidemment aucun sens. Et même si je rencontrais Andy McDowell, elle n'est pas Rita, le personnage de Groundhog Day. J'en ai bien conscience aussi. Mais c'était la première fois que quelque chose comme ça m'arrivait. Et encore aujourd'hui, mon petit cœur reconnecte à mon petit cœur de l'époque. Et ça m'est arrivé seulement 2 fois. Parce que la deuxième fois que ça m'est arrivé dans un autre film avec une autre actrice, c'était A League of Their Own. Donc une ligue en jupon. C'est une histoire de baseball pendant la guerre. Vu que les gars sont partis à la guerre, il y a quelqu'un qui choisit de faire une ligue avec des femmes. Et il y a Tom Hanks qui joue dedans, Madonna joue dedans et Geena Davis. Je me souviens, je regardais le film, je me faisais garder par ma grand-mère. Je devais avoir 8 ans à peu près. Et je regarde le film et je crois qu'au 3e plan du film, je tombe amoureux de Geena Davis. Et je regarde tout le film super concentré, comme si ça me permettait d'accumuler des informations sur cette personne. Et à la fin du film, je me dis « Ah, super, je vais regarder le générique. Comme ça, je vais avoir le nom de cette personne. » Et son nom apparaît, je vois qu'elle s'appelle Geena Davis. Et immédiatement, je me suis senti profondément triste. Parce que ça m'a frappé. En fait, Geena Davis, c'est une actrice qui habite Hollywood. J'ai 8 ans. On va jamais se rencontrer. Et je commençais à faire des calculs. OK, donc elle est plus vieille, elle a tel âge, donc peut-être dans 20 ans, mais elle aura cet âge-là. Et je commençais à calculer, voir les probabilités qu'on puisse un jour sortir ensemble. Et même si je n'avais que 8 ans, je me rendais bien compte que ça n'allait pas arriver. Et je me suis senti super triste parce que je me suis dit, je suis coincé avec une mini peine d'amour au final. Parce que je sais que je suis amoureux de quelqu'un avec qui ça ne va jamais fonctionner. Après ça, je réalise aussi qu'en plus, même si je la rencontre, elle n'est pas le personnage dans le film. Et donc, ça n'a rien à voir. Et j'étais un peu... pas fâché, mais vraiment genre déçu par les films. Genre, j'avais l'impression d'avoir été trahi. Genre, tu m'as fait ressentir quelque chose qui n'était pas réel. Et après, c'est plus arrivé. C'est plus arrivé, ça a bloqué quelque chose. Et évidemment qu'aujourd'hui, je vois pas les choses de la même manière. Je me dis au contraire, tu m'as pas trahi en me faisant ressentir quelque chose de pas réel. Tu m'as fait vivre une belle expérience juste en me montrant des images. Et j'avais envie de vous demander, vous, c'était qui? Donc moi, c'était Andy McDowell et Geena Davis. Et j'ai posé la question sur Facebook. Et voici les réponses. Il y a des trucs qui m'ont fait vraiment marrer. Parce qu'il y a quelque chose que je n'avais pas vu venir. Moi, je m'attendais à principalement des acteurs ou des actrices de films, de séries. Une des premières réponses que je reçois de Christelle, Mr. Fitzwilliam Darcy. Et je suis obligé d'avouer mon absence de culture. J'ai été taper dans Google voir qui c'était. Et c'est le gars de Pride and Prejudice. Donc, Orgueil et Préjugés, je crois, en français. Et je me demande si ça a été dans une des versions filmées ou si c'est directement dans le livre. Et
Une autre personne que j'aime beaucoup d'ailleurs, à qui j'ai déjà travaillé, qui est une amoureuse des livres, mais vraiment c'est son gros truc. Dès qu'elle pose quelque chose, ça a un lien avec les livres, avec la culture, c'est une vraie, je vais pas dire fanatique, parce que c'est négatif, là, mais c'est une vraie passionnée. Et ça me surprend absolument pas d'elle, elle a répondu « Yo, à chaque livre, des bisous ». Et elle m'a même fait taguer après sur un autre élément. C'est une espèce de groupe Facebook qui s'appelle le Bookster, peut-être que vous connaissez, de juste fans de livres. Et ça disait « Et si les choses se passaient dans l'autre sens ?» avec un personnage de livre qui dit « Je t'aime, mais comment est-ce possible? Tu es réel. » Et donc voilà. Donc j'imagine qu'il y en a qui vont très loin dans leur tête à ce moment-là. Et je sais qu'il y en a qui peuvent être tristes en finissant un livre, qui peuvent être fâchés contre un personnage, qui peuvent être jaloux, bizarrement. Donc dans les livres, je me doutais. La chose que j'avais pas vu venir du tout, par contre, ce sont les dessins animés. Et, ben oui, évidemment que ça fait du sens. Il y a des personnages dans des dessins animés qui sont plus grands que nature, qui sont parfaits. Donc Pamela nous dit « Premier amour, le prince d'Euphore dans Goldorak, puis vint Heathcliff dans Les Hauts de Hurlevent. » Et ça a failli créer la première bagarre sur mes réseaux sociaux, parce que Claudine a répondu « Ah non, je m'insurge, Actarus, c'était mon amour à moi. » Et en fait, il y a quelque chose que je trouve beau, parce qu'on pense souvent parfois aux musiciens, où tu vois des hordes de fans. Et ce qui est un peu beau là-dedans, c'est que ces fans-là, qui pourraient être complètement jalouses, en général, s'entendent super bien entre elles. Parce qu'au contraire, elles partagent la même passion. Je trouve ça mignon. Guillaume nous dit Tony, l'héroïne de la série animée Reporter Blues, elle et son saxo ont fait remuer des choses dans mon petit cœur de préado. Je trouve ça mignon. Toujours dans les dessins animés, Princesse Jasmine dans Aladdin, et là, j'imagine le son collectif des gens qui font Ah, ouais. Parce qu'à la limite, tu dis Jessica Rabbit. Je comprends. Je veux dire, l'objectif de ce personnage, c'était ça, c'était tout le point. Mais il y avait effectivement quelque chose avec Jasmine. On m'a suggéré Torgal aussi. Michel Vaillant, depuis 55 ans, c'est mon homme idéal, dit Christine. C'est pas beau, ça? De la fidélité dans du sentiment avec des personnages de fiction. Eh ben, tu sais quoi, Christine? Je te le souhaite. Le jeune Indiana Jones, nous dit Céline, ça, oui. En plus, avec le style aventurier, tout ça. On peut dire les époques en plus. Ça me fait vraiment rire. Marie-Céline nous dit Patrick Swayze dans Dirty Dancing, puis Kevin Costner dans Bodyguard. Pouvez-vous deviner l'âge de Marie-Céline à 5 ans près? Et je peux comprendre, j'ai moi-même vu Patrick Swayze dans Dirty Dancing à de nombreuses reprises. C'était ma sœur qui avait la cassette. Et ça me fait toujours bizarre de voir le début du film. Parce que ma sœur l'avait enregistré et il lui manquait quelques secondes ou quelques minutes. Donc pour moi, ça commençait toujours au même endroit, ce film. Et quand j'ai vu une fois le vrai début, j'étais tout perturbé. Antoine a aussi un type, Erin Brockovich. Et dans ce film, Erin Brockovich, vous ne l'avez jamais vu, c'est une militante interprétée par Julia Roberts, qui en gros aide les habitants d'un petit village à se défendre contre une grosse corporation. Je n'ai jamais vu un film où un personnage change plus souvent de fringue. C'est incroyable. À chaque minute max, j'ai l'impression, elle change de vêtements. La quantité de vêtements qu'elle porte dans ce film est chouette, hein? Mais ça avait fini par me déconcentrer dans le film en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Erin Brockovich, c'est Arturo Brachetti, la meuf. » Hermione Granger, oui. Je peux comprendre. Quand tu es un ado et que tu vois Hermione, ça devait être mind-blowing. Et puis Nathalie Portman dans V for Vendetta ou Black Swan, oui, évidemment. Et bien avant ça, Antoine nous dit C18 dans Dragon Ball Z. Et là, vous m'avez complètement perdu. Tu sais quoi, je vais le googler en live. C18 Dragon Ball Z.
OK. Ah. Du style, du style. Est-ce que ça vaut Sailor Moon, par contre? Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. J'ai regardé très, très peu de ce genre de dessin animé quand j'étais jeune. Je suis désolé. J'essaie de retrouver, il y en avait un autre qui m'avait fait bien rigoler. Hop, c'est... Oui. Salut Dan. Moi, c'était le personnage de Futé, nous dit Isabelle, dans l'agence touriste quand j'avais 12 ans. Je refusais d'aller à la messe le samedi soir pour regarder l'épisode hebdomadaire. Ma grand-mère me traitait de païenne. Mon père devait l'accompagner. Il était mort de rire, mais je pense qu'il aurait préféré rester avec moi. Grand souvenir. J'avoue, fighter avec ta grand-mère et te faire traiter de païenne parce que t'es amoureuse de Futé dans l'agence touriste, pourquoi pas? Et the best of the best, c'est une certaine San qui nous dit, moi c'était Parker Lewis dans Suspense, Parker Lewis can't lose, donc Parker Lewis ne perd jamais. J'étais gamine, j'avais des conversations entières avec lui dans ma tête. Je répétais à ma mère que quand je serais grande, j'épouserais un grand blond. Résultat, 25 ans plus tard, je suis marié à un Canadien cheveux bruns de 1m73, donc 73. Elle dit, je précise que je le changerai pour rien au monde et quand même que je parle plus à Parker depuis un bout. Eh bien, justement, San, peut-être que Parker Lewis, il est très déçu. Qu'est-ce qui est arrivé avec Parker Lewis, d'ailleurs, l'acteur? Allons voir ça en live. Parker Lewis ne perd jamais. Ah, c'était diffusé chez vous pendant le Club Dorothée. Le personnage principal, c'était Corinne Nemec. Il a participé à la mini-série Le Fléau et la 5e, 6e et 7e saison de la série américaine Stargate SG-1. Et depuis 2015, c'est tranquille au cinéma pour lui. Et en télévision, il a joué dans Dangereuse infidélité, Mon mari a disparu, Des vacances en enfer, L'attaque des guêpes dragons. What? Les dents de la plage. Ça peut être que bon, ça. Sand Sharks, Les dents de la plage est un film d'horreur américain réalisé par Mark Atkins, sorti en 2011. T'es obligé de lire le scénario. Jimmy Green, un escroc de renom, revient dans la station balnéaire où il a passé sa jeunesse. Pour redorer son blason, il prévoit organiser une immense fête sur la plage. Mais les choses se compliquent quand des invités inattendus, des requins préhistoriques capables de se déplacer dans le sable, font leur apparition. Ben écoute, c'est du génie. On va être obligé de regarder ça, j'ai l'impression. Sand Sharks. Ben regarde, tu vois, Parker Lewis, là, tu l'as tellement démoli en l'abandonnant pour ton Canadien que maintenant, il joue dans Sand Sharks, Les dents de la plage. Est-ce que tu es fier de toi? Bon, si vous avez entendu le podcast et que vous avez d'autres histoires comme ça, vous voulez raconter ce que vous avez déjà fait, les posters que vous aviez, les conversations, les lettres de fans, ça me fait plaisir de faire un suivi sur ce sujet-là qui me fait fort rire. Et moi, je vais essayer de me remettre du fait que Geena Davis et moi, ça va jamais être possible. Voilà, j'ai plus rien à dire pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi le numéro 39 et on reconnecte au numéro 40.